Bonjour et bienvenue au studio Réel Cosmos dans lequel on reçoit aujourd'hui Cyril Galipter, notre spécialiste des renseignements. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Alors, je suis en thèse. Je prépare ma thèse sur l'affaire des armes de destruction massive irakiennes du point de vue du renseignement et du politique. Je suis les questions de renseignement depuis de nombreuses années. J'ai commencé à lire sur le sujet en 1999. J'avais 13 ans. Ça remonte. J'écris un peu sur le sujet. J'ai même publié des articles en Russie sur les questions de renseignement, en France aussi. Donc aujourd'hui, nous allons examiner les ADM irakiens du point de vue du renseignement et du politique. Exactement. Alors, les armes de destruction massive, donc on va parler de l'invasion de l'Irak principalement. D'abord, j'ai envie de question bateau. Pourquoi est-ce qu'un pays veut des armes de destruction massive et comment est-ce qu'on peut surveiller le développement de son programme? Alors, pourquoi vous avez, grosso modo, une raison, c'est la classique dissuasion. Le pays adverse a, par exemple, du nucléaire ou menace d'attaquer, donc vous prenez aussi, vous créez des programmes pour l'en dissuader. J'aime beaucoup Dr Folamour, le fameux film, et il y a une formule très juste. La dissuasion, c'est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. C'est très bien dit. Alors, comment on détecte qu'un pays se dote de programmes chimiques, bactériologiques, nucléaires, balistiques? Plusieurs possibilités. Première possibilité, vous faites comme les Américains faisaient dans les années 70. Je sais qu'un service le faisait il y a quelques années sur l'Iran. Vous avez des contacts avec des laboratoires spécialisés. Les Américains, c'était Harry Diamond Lab dans les années 70. Donc, ils savaient comment vous faites une arme nucléaire, qu'est-ce qu'il faut dedans. Donc, vous faites la liste. Voilà, il faut tel équipement, tel équipement, tel équipement. Donc, à partir de là, vous pouvez suivre, en sachant qu'il faut viser ceci, telle entreprise qui vend tel équipement, etc. Les modes classiques, vous avez eu un rapport du SVR de 93 qui répertoriait tous les indices. Donc, un pays, soudain, va commencer à envoyer, par exemple, des étudiants se former dans les meilleures universités occidentales sur des questions du chimique, du bactériologique, du nucléaire, de la métallurgie, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Un pays va commencer à acheter un certain matériel qui sert pour faire des armes de destruction massive. Vous allez avoir soudain des laboratoires qui vont être construits, par exemple pour le bactériologique, les laboratoires de niveau BL3 et BL4. Tout ça, ça peut donner une alerte. Je vous donne un exemple concret. C'est en 85, déjà la Syrie, déjà à l'époque. Ce qui attire l'attention des services britanniques, c'est une grosse commande que font les Syriens de DMP. C'est du diméthylphosphate et c'est utilisé pour faire du sarin. D'accord. Donc on peut aussi détecter de loin, ou c'est vraiment du renseignement technique avec les achats, les échanges? Est-ce qu'on peut détecter des particules dans l'atmosphère en envoyant des avions renifleurs, par exemple? Ah ça, on a fait ça pour le nucléaire quand quand les soviétiques ont fait exploser leur bombe en 1949. C'est un avion qui a détecté les particules effectivement dans l'atmosphère. En fait, c'est un mélange de tout. Source ouverte, renseignement technique, renseignement humain. Vous installez des capteurs dans les entreprises qui pourraient vendre, ou bien sur les places financières, parce que ça place toujours par des places financières. Genève, par exemple, Hong Kong, etc., etc. Je vais vous donner un exemple sur le programme libyen. Une des entreprises qui servait de paravent aux Libyens, c'était une entreprise en Suisse qui s'appelait Decotec, qui, comme par hasard, a été dissoute en 2006, donc 3 ans après que les Libyens abandonnent. Ok, donc ils ont quand même encore regardé un petit peu après. Je pense que l'entreprise ensuite, petit à petit, a périclité. C'est mort. Si on se concentre maintenant sur l'Irak et les États-Unis, est-ce que les armes de destruction massive pointées du doigt par les Américains, est-ce que c'était plutôt du chimique, du biologique, du nucléaire? C'était tout. Et les Irakiens, à partir des années 70, grosso modo, alors le programme nucléaire aurait, je dis bien aurait, entre parenthèses, commencé en 68. Ils ont développé les 4 gammes. Chimique, bactériologique, nucléaire, balistique, parce qu'il faut des vecteurs, pour, si vous voulez balancer des armes de destruction massive sur votre adversaire. Alors pourquoi les Irakiens ont développé ce que pensaient les Soviétiques, c'était leur analyse, c'était que quand vous regardez au Moyen-Orient, Israël a eu à combattre 3 fois. 1948, 1967, 1973. À chaque fois, les armées des pays du Moyen-Orient ont perdu contre Israël. Et aujourd'hui, Israël a l'arme nucléaire, du bactériologique, ils avaient un programme aussi dans ce domaine, et le soutien américain. Donc, pour les Irakiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire pareil. Égaler. Oui, et qui plus est, vous aviez une volonté de la part de l'Irak de jouer un grand rôle sur la scène moyen-orientale,
Donc, vous avez l'arme nucléaire, c'est aussi du prestige. Vous êtes un pays non seulement qui a la dissuasion, mais en plus qui fait partie du petit cercle des pays qui a la bombe. Sauf que ça a commencé à être détecté, surtout sur le nucléaire, à partir... Alors nous savions que l'Irak voulait avoir la bombe en France, nous le savions depuis 75-76. Les Anglais et les Américains ont commencé à tirer la sonnette d'alarme à partir de 81 aux Irak, détruit par les Israéliens, et là tout le monde considérait que le programme nucléaire était mort. Et là tout le monde se disait, le programme est fini, puisqu'il faudrait reconstruire aux Irak. Sauf que ça n'avançait pas. Et même côté français, nous étions un peu sceptiques. Je sais que François Mitterrand n'était pas très partant, Jacques Attali non plus. Mais ça veut dire que les Irakiens étaient vraiment autonomes dans leur volonté de développement, il n'y avait pas de soutien soviétique. Non. Ah non, au contraire. Avant de venir chez nous pour acheter le réacteur, donc quand Saddam Hussein rencontre Jacques Chirac, quelques mois avant, en avril 75, les Irakiens vont voir les Soviétiques pour avoir un réacteur plus puissant. Les Soviétiques disent non. Ou bien, oui, mais sous contrôle, sous garantie de l'AIEA. Donc, les Soviétiques disent non, donc ils se sont tournés vers la France. Au contraire, les Soviétiques ne voulaient pas que d'autres pays aient l'arme nucléaire. Même si l'Irak, ils avaient des bonnes relations, non, ils ne voulaient pas trop aider à la prolifération. Et surtout, n'oubliez pas une chose sur Saddam Hussein. Saddam Hussein, il se tourne vers l'URSS, mais uniquement pour faire contrepoids aux Américains et aux Israéliens. Mais ce n'est pas un pro-soviétique, Saddam Hussein, c'est un nationaliste avant tout. Alors, si on regarde un petit peu plus tard, du coup, les Irakiens, on pense qu'ils ont plus ou moins arrêté leur programme après les bombardements de 81. En 91, on envahit le pays, on le détruit. Est-ce qu'on découvre qu'ils avaient continué leur programme ou finalement ça confirme qu'ils avaient arrêté? Ah non, non. Alors 91, non. Ils avaient, les programmes sont découverts, sont mis à jour, c'est très long. Les Irakiens n'arrêtent pas de mentir, de louvoyer. Et nous découvrons que oui, les programmes sont... le programme nucléaire a été relancé après aux Irak, mais sous une autre forme. Le chimique, ils avaient déjà commencé. Le bactériologique, ils avaient arrêté le programme en 79, ils le reprennent vers 83, si je me souviens bien, mais sous une autre forme. Ils avaient relancé à fond. Du côté des services occidentaux, il y avait des grosses suspicions et il y avait des informations assez inquiétantes. Le BND allemand établit dès janvier 89 que oui, il y a bien un programme d'armes bactériologiques à cause de 2 commandes que font les Irakiens en Allemagne. L'une, c'est une entreprise qui a été mise en cause qui s'appelait WET. C'était de la culture de croissance qui officiellement est envoyée dans un pays d'Afrique, mais en fait, elle part pour l'Irak. Et l'autre, c'était une commande auprès d'une société qui s'appelait Sigma à Munich de tricotésène. En fait, c'était pour du bactériologique. C'est ça qui a attiré l'attention, alors qu'on savait depuis des années, il y avait des suspicions. Là, c'était la confirmation définitive. Sur le nucléaire, on savait qu'il y en avait un, mais ce qui surprend en 91, c'est l'ampleur. Beaucoup plus vaste que ce qu'on soupçonnait. Et ça, toutes les personnes que j'ai eu interviewées me le disaient. Donc, le programme commence à être démantelé, et les Irakiens n'arrêtent pas de mentir. Par exemple, sur le bactériologique, je vous donne l'exemple, d'abord ils disent non, nous n'avons jamais eu de programme bactériologique. Puis quand les inspecteurs commencent à leur montrer des documents, des commandes, oui, d'accord, mais c'était un petit programme. Puis on leur montre quand même qu'ils avaient quand même commandé énormément de cultures de croissance auprès d'une entreprise britannique. Et là, oui, c'est vrai, nous avons eu un programme, mais nous ne l'avons pas armé, nous n'avons pas mis ça dans des ogives. Puis quand on le remontre des documents, oui, c'est vrai, nous avons aussi armé sur des ogives. Okay. Ça a été tout ce que ça, jusqu'à la fin des inspections en 98. Et donc tout a été démantelé réellement jusqu'en 98 ? Tout ce qu'on a trouvé? Alors, tout ce qu'on a trouvé, oui, mais la question était, est-ce qu'il restait des choses? Et là, je peux vous dire que dans tous les services, nous n'étions pas, même les Français, nous n'étions pas entièrement sûrs que tout ait été démantelé de A à Z. Il y avait quelques suspicions que, il restait quand même quelques stocks, peut-être, un peu de matériel, et 2, l'idée que tout le monde avait, c'était Saddam Hussein va recommencer à peine les inspections terminées. Et alors, justement, arrive un petit peu plus tard, 2003, les Américains ont des informations et ils décident quand même de partir en guerre contre l'Irak, sur des données qui sont certainement très sérieuses à cette époque-là, mais de quoi ils disposaient pour croire que l'Irak avait continué son programme? Ils avaient des informations, oui. Alors, pour être précis, vous vous souvenez sans doute du fameux National Intelligence Estimate qu'ils ont rendu public fin 2002. Oui. Alors, c'est un sénateur qui disait qu'ils ont utilisé 45 sources d'informations. Donc, il y avait 45 personnes au total qui leur ont balancé des informations sur le sujet.
Alors, ils avaient des sources qui leur indiquaient que oui, il y a des programmes qui sont actifs. L'histoire des meilleures sources n'était pas américaine. C'était le ministre irakien des Affaires étrangères qui était traité apparemment par la DST, d'une part, et un réfugié irakien, nom de code Curveball, qui était débriefé par le BND. Le BND, ça j'ai eu confirmation en interviewant un ancien des services allemands, ils envoyaient les informations à leurs services alliés, mais ils disaient, écoutez, on n'est pas sûr de ce qu'ils nous racontent. Et donc, une des deux sources les plus fiables était déjà considérée comme pas forcément catégorie A1 par les Allemands. Ah non, non, non. Mais le pire, c'est que les Allemands ont transmis ça à la DIA, parce qu'ils s'entendaient mieux avec la DIA qu'avec la CIA. La relation était assez tendue avec la CIA. La DIA passe les informations aux autres services, et personne ne se dit, minute, est-ce que quelqu'un a évalué les informations et la source? Donc, les analystes du WINPAC, c'est l'unité chargée de l'analyse sur les armes de destruction massive à la CIA, voit les informations, elle se dit, bah, la DIA a dû évaluer, et la DIA, après coup, de leur dire, bah non, on n'avait pas évalué, nous, on vous a transmis comme ça. Donc, chacun s'est renvoyé la balle, c'était le bazar. Le WINPAC, enfin, ils ont pris ça au sérieux, mais aucun ne s'est posé la question de l'évaluation de la source. C'était la base. Et finalement, ils croyaient quoi? Ils croyaient trouver quoi en Irak en envahissant? Bah, des laboratoires mobiles, des programmes nucléaires, ou au moins un début de programme nucléaire. Je pense même que les Américains avaient l'air de dire qu'il y avait plus qu'un début de programme nucléaire, des stocks d'armes chimiques et des programmes d'armes chimiques. Enfin, ils avaient une vision comme si Saddam Hussein avait tout reconstitué. Sauf que côté français, ce n'était pas notre point de vue. Bah justement, alors comment ça se fait que les Américains étaient tellement décalés, par exemple, par rapport au point de vue français, qui avait dit « nous on voit rien et on veut pas vous suivre ». Alors, nous n'avons pas forcément dit « nous ne voyons rien ». Nos services, je vais vous citer ici la phrase de André Rançon, c'était le patron de la DRM, jusqu'en 2005, que j'avais eu interviewé en 2016. Il me disait « nous n'avions pas de preuve que les Irakiens avaient des armes de destruction massive, nous n'avions pas non plus de preuve qu'ils n'en avaient pas ». En fait, il y avait des soupçons, il y avait des interrogations, mais pas d'éléments concrets. Pourquoi les Américains, alors qu'ils avaient à peu près les mêmes informations que nous, étaient beaucoup plus catégoriques? Parce que les analystes ont été gonflés. George Tenet sait que le pouvoir a décidé d'y aller et qu'ils vont utiliser l'argument des armes de destruction massive irakiennes, des programmes, peut-être des stocks. Mais le politique, c'est-à-dire George Bush, quoi qu'on ait au niveau des renseignements, avait déjà décidé d'attaquer l'Irak dans tous les cas. George Bush recevait déjà des informations qui indiquaient que l'Irak avait reconstitué des programmes. Condoleezza Rice, pareil. Il était quand même orienté dans les services de renseignement. Il commençait tous les matins en recevant le directeur de la CIA pour avoir son briefing. Okay. Je reviendrai sur cet aspect un peu plus tard. Donc, c'est quoi la consigne donnée au WINPAC? Alors déjà, les analystes du WINPAC se disaient déjà, Saddam Hussein sans doute a recommencé ses bêtises. Bon. Mais en plus, vous avez un début de politisation du renseignement, puisque consigne est donnée aux analystes du WINPAC de se montrer très fermes dans les analyses, parce que ceux qui seront les plus catégoriques, les meilleurs, entre parenthèses, dans les analyses, ce sont eux qui auront les primes et les avancements de carrière. Ça, c'est la commission Silberman qui en parle, pardon. Voilà pourquoi ça a été gonflé. Parce qu'il fallait présenter le cas le plus convaincant possible. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose. Quand vous avez eu le fameux NIE qui a été donné aux sénateurs, peu avant qu'ils votent, je crois que c'était le jour avant qu'ils votent pour donner l'approbation du Congrès, vous savez, pour rentrer en guerre. C'est ça. Savez-vous combien de sénateurs ont lu le document en entier? Très peu, je suppose, une dizaine. 6. 6. 2 d'entre eux lisent le document et disent « mais mon Dieu, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de vraiment solide. » Ils n'étaient pas convaincus. Alors, pourquoi maintenant comment ça s'est passé? Pourquoi, quand je vous disais que George Bush, fils donc, recevait des informations, alors là, il faut revenir un peu en arrière. Années 70-80, la tendance à l'analyse de la CIA, c'était on fait des longs papiers stratégiques. Ça occupait 80% du temps. Le current intelligence, comme disaient les Américains, le renseignement courant, l'actualité, si vous préférez, c'était 10-20%. Années 90, c'est l'inverse. Parce qu'il y a la concurrence de CNN. C'est un analyste de la CIA qui dit à une professeure américaine, Kathleen Vogel, notre travail, c'est CNN plus headlines. Bon.
Donc, vous faites du current intelligence, et c'est une information parfois qui n'est pas complètement vérifiée, recoupée, bien sourcée, et ça remonte vers les dirigeants américains, donc Bush fils y compris, vers Condoleezza Rice, le vice-président Cheney, Donald Rumsfeld, et à chaque fois c'est alarmiste, en disant, voilà, ils reconstituent ça, ils ont construit telle usine, etc., etc. Et quand ils décident d'envahir l'Irak, 2003. ils y croient réellement. Oui. Ils sont tous convaincus. Et les informations, est-ce qu'ils essayent d'embarquer? Parce qu'on sait que les Américains avaient menti aux services occidentaux dans les années 90. Il y a eu un cas. Est-ce que là également, ils ont transmis des informations qui étaient volontairement erronées? Alors, juste un point, quand vous dites que l'administration Bush a été convaincue, c'est exact, mais pas que l'administration Bush. Les anciens membres de l'administration Clinton, c'était pareil. Vous regardez les mémoires, par exemple, de Richard Clark, qui occupe un haut poste au Conseil de sécurité américain, il dit lui-même, oui, je pensais que... qui était très critique à l'égard de George Bush, d'ailleurs, dans ses mémoires, il dit lui-même, oui, je considérais que l'Irak avait des armes de destruction massive. Hans Blix, le patron des inspections, lui-même, il dit la même chose. Dans mon fond intérieur, je considérais que oui, l'Irak avait des armes de destruction massive. Alors, ils ont transmis les informations aux services alliés, ils ont transmis aux Français, aux Russes, aux Allemands, aux autres services. C'est le problème de l'auto-intoxication qui leur a pété à la figure. Les Israéliens vont avoir, par exemple, des informations, imaginons, ou les Américains, peu importe. Vous transmettez ça à un service allié. Le service allié va faire son analyse en prenant en compte vos informations. Puis, il vous transmet son analyse, qui est beaucoup plus ferme. Et donc, ça va vous consolider dans le point de vue. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est une forme de téléphone arabe qui fait que les choses empirent. C'est le risque. Et un des seuls qui mettait en garde sur les risques de l'auto-intoxication avant la guerre, il y a une histoire, c'était Chirac, dans une conversation avec Hans Blix. Parce que Bush fils, Tony Blair, je crois que c'est Condoleezza Rice aussi, tous mettent en avant, dans leur mémoire, ça se montre qu'ils n'ont rien compris, que oui, les services français, les Allemands, ils étaient sur le même point de vue qu'eux. Ils n'ont pas compris le phénomène. En fait, ils nous transmettaient les informations pour nous convaincre. Ils ont même envoyé un officier du MI6 pour essayer de débriefer Dominique de Villepin. C'était en janvier 2003. De Villepin n'a pas été convaincu. On me disait que Chirac aussi a fait l'objet d'un débriefing par les Américains, mais il a un peu hésité. Pas officialisé. Non, c'était un officier de la DIA qui a été envoyé, son notamment responsable, pour essayer de débriefer les Français. On disait qu'un officier de la DRM était là et disait non, mute, ça c'est faux, etc. Ils ont essayé. On leur disait qu'on n'était pas convaincus. Et en décembre 2002, moi, ce que je sais, c'est qu'ils nous ont coupé les informations par le canal OTAN. C'est-à-dire, les informations sur l'Irak, on ne les a plus en français parce que de toute façon, on a beau essayer de les convaincre, ils refusent de nous croire. Dernier point intéressant, ça c'est Jean-Marc de la Sablière, c'était le conseiller diplomatique de Chirac, qui dit un jour à David Manning, c'est le conseiller aux affaires étrangères de Tony Blair, écoutez, nous avons les mêmes informations, vous et moi, mais nous n'avons pas les mêmes conclusions. Alors, soit vous avez d'autres infos, c'est un problème, soit nous avons les mêmes informations, il y a un autre problème. Il l'avait vu juste, mais Manning n'a pas réagi. Et donc la France, l'Allemagne, la Russie, à l'époque, avaient fait front commun pour essayer d'empêcher les Américains de rentrer en guerre. Ça n'a pas marché, on n'a pas... Non, nous n'avons pas réussi, mais le problème, c'est que Chirac, par exemple, il était vu par les anglo-saxons comme un ami de Saddam Hussein. Donc, ça nuit à sa crédibilité. Les Russes, ils étaient vus comme cherchant à préserver leurs intérêts commerciaux en Irak. C'était le point de vue des anglo-saxons. Ce n'est qu'en partie vrai. Parce que les Russes aussi craignaient qu'il y ait une explosion du terrorisme, alors que vous aviez déjà le conflit tchétchène et qu'il les mobilisait beaucoup. Et Chirac l'avait dit d'ailleurs aussi. Oui. Il a annoncé aux Américains que s'ils attaquaient, ça allait dégénérer en plein de petits Al-Qaïda. En plein de petits Ben Laden. Ben Laden, oui. Mais les Américains, je vous ai dit, ils le traitaient avec suffisance, avec mépris. Et en plus, ça c'est Vincent Nouzy qui en parle dans son ouvrage, sur la relation entre franco-américaine, CIA et Maison-Blanche, je crois. Chirac a commis une erreur la première fois qu'il rencontre Bush fils, c'est de se rappeler le temps où il travaillait avec son père. Or, Bush fils essaye de se détacher de son père. Et alors les Allemands, eux, pourquoi ils étaient dans le camp? Parce que c'était les élections législatives. Donc Schröder a tout de suite pris une position anti-guerre pour s'assurer une certaine popularité. Alors que, ironie de l'histoire, le BND allemand avait tendance à reprendre tout ce que disaient les Américains. D'ailleurs, c'était eux qui avaient fourni la première information. Sur Curveball. Oui. Oui, mais ils ont transmis la première information, oui. Mais moi, c'est ce que me disait un vétéran du BND. Nous avons demandé ensuite au service, vous avez un retour ou pas? Est-ce que c'est confirmé? Nous n'avons pas de confirmation. Et quand on regarde maintenant que l'invasion a eu lieu, ils attaquent, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, ils mettent combien de temps à admettre leur erreur? Des années et des années, mais la CIA avait prévenu. Vous avez eu 2 analyses de la CIA
de LNIE qui ont été rédigés sur le sujet, qui prévenaient des risques d'éclatement du pays, qu'il faudrait un plan Marshall pour le redresser, il y a un risque que Ben Laden en profite. Ça, c'est Paul Pillar qui en parle dans ses mémoires. C'était un officier haut placé à la CIA. Il dit lui-même, la seule réaction que j'ai eue d'un responsable politique, enfin j'ai appris ce qu'un responsable politique nous a dit sur ces rapports, c'était « vous ne voyez pas les opportunités ». C'est tout. Il pensait toujours que la démocratie appellerait à la démocratie, que ça se répandrait facilement, etc. Le projet de paix au Moyen-Orient. Ouais. On voit le résultat. Alors maintenant, si on prend un petit peu de recul, on regarde la situation actuelle, on pense savoir qu'il y a un programme en Iran qui est relativement avancé, et d'ailleurs ils annoncent des niveaux de pourcentage qu'ils ont réussi à obtenir dans l'enrichissement de l'uranium. Qu'est-ce qu'on sait de ce programme et comment on sait qu'on n'est pas en erreur comme on a pu l'être sur l'Irak? Alors, je ne sais pas du tout. C'est tout le débat. Est-ce que les Iraniens veulent la bombe ou bien est-ce qu'ils veulent être un État près du seuil comme le Japon, à savoir, nous avons les capacités, nous scientifiques, technologiques, mais nous ne le lançons pas. Ça, c'est le grand débat. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de travailler sur l'Iran. Je sais que nos services, les Français, nous sommes très actifs dessus. Les Britanniques, les Américains, la coopération américano-russe sur le sujet aussi existait. Existait, ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, parce que les relations ont été assez tendues depuis. Mais c'est Condoleezza Rice qui dit dans ses mémoires que la coopération était plus fructueuse qu'on ne pourrait l'imaginer. Okay. Et là, par contre, on a quand même toujours des inspections de l'AIEA sur place. En Iran. On a quand même un suivi qui est plus précis que celui qu'on va voir sur l'Irak. Il y a une réalité de ce programme. Oui, mais n'oubliez pas une chose, les Iraniens sont alors je dis ça sans mépris, sont un peu des marchands de tapis, d'accord? Parce que là, vous me dites que ce sont les Iraniens qui annoncent eux-mêmes, voilà, nous avons enrichi à temps. Ça fait un peu, retenez-moi où je fais un malheur. C'est un moyen aussi de faire pression pour négocier. Est-ce que, pour reprendre cette formule de Alain Chouet, c'est un ancien de la DGSE, la bombe nucléaire, l'arme nucléaire iranienne, c'est pas juste un tapis supplémentaire au bazar de Téhéran. Et donc la seule question, c'est combien nous sommes prêts à y mettre. C'est compliqué. Et quand on regarde maintenant encore plus large, tous les autres pays, on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont acquis l'arme nucléaire malgré les traités de non-prolifération. Vous avez parlé du Japon qui est à deux doigts de l'avoir. Si vous voulez appuyer sur le bouton, ce serait pas très compliqué pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont atteint ce niveau de maturité? Et surtout, est-ce qu'on a réussi à tout voir arriver? Est-ce qu'on a eu des surprises stratégiques dans le domaine de la dissuasion nucléaire? Alors, le Japon, je corrigerai juste sur un point, le Japon ne veut pas avoir l'arme nucléaire, mais s'il décidait de l'avoir, il pourrait. Très rapidement, oui. Alors, très rapidement, je ne sais pas, mais ils ont les moyens financiers, technologiques, les cadres, etc. Comme l'Allemagne, comme plein d'autres pays, même s'ils n'ont pas eu de programme, ils pourraient facilement le développer. Alors, ça met du temps à développer. Oui, bien sûr. Bon, alors, les pays... Alors, vous avez eu plein de pays, en effet, qui ont travaillé sur le sujet. Alors, je pense tout de suite à l'Inde. Ça a été une surprise, 74. Puisqu'ils ont fait leur première explosion nucléaire. Ensuite, en règle générale, tous les programmes étaient suivis. Ils ont eu un soutien d'un pays en particulier, l'Inde, ou c'est vraiment autonome, où il y avait l'URSS? Ils ont acheté du matériel aux Américains. D'accord. Parce que vous aviez à l'époque le TNP, c'est vrai, qui était entré en vigueur, mais il n'y avait pas d'organisme pour vraiment suivre l'application, ou ce n'était pas encore aussi perfectionné qu'aujourd'hui. C'était ça le problème. Donc, l'Inde a utilisé, ayant une histoire de l'aide américaine, pour pouvoir faire exploser sa première bombe en achetant des technologies classiques. Ensuite, tous les programmes ont été suivis. Les Chiliens se sont un peu posé la question quand ils développaient leur programme nucléaire civil. Ils ont abandonné pour des questions de coûts. Et puis, il n'y a pas franchement d'ennemis proclamés pour des relations parfois un peu tendues avec le voisin argentin, je crois. Oui. Vite fait. Or, les Argentins, eux aussi, avaient travaillé un peu dessus à l'époque. La Corée du Sud, ils se sont posé la question, ils ont abandonné sous pression américaine. Taïwan travaillait dessus, et on dit l'histoire, un des pontes du régime, du programme taïwanais, était une source de la CIA pendant des années. Donc, quand il fait défection, dans les années 80, boum, les Américains passent un savon au Taïwanais qui abandonne. Et donc l'Afrique du Sud également, ils avaient beaucoup travaillé. Ils ont travaillé dessus. Avec l'aide, il y a des pays qui soutiennent à chaque fois ces programmes, ou ils arrivent vraiment à le faire de manière relativement autonome? Ça c'est compliqué. Généralement, vous avez, oui, il y a une sorte de
de marchés parallèles où on vend des produits. Le cas de Khan, le fondateur de l'arme nucléaire pakistanaise qui vendait des technologies à l'Iran, à la Libye, etc. Oui, ça peut exister. Ensuite, au niveau des politiques d'État, je pense par exemple aux missiles que les Nord-Coréens refourguent à l'Iran. À l'Iran, oui. Ça, c'est un vecteur, potentiellement justement, qui pourrait contenir une ogive nucléaire, ou chimique, ou bactériologique éventuellement. Et j'avais entendu qu'Israël avait soutenu l'Afrique du Sud, par exemple. Oui, c'était le cas. Et pour le programme algérien, Oui. est-ce qu'il y avait un lien avec la France, par exemple? Oui, il a été surveillé très attentivement par les services français. Et je sais, alors, un ancien de la DST se vantait dans ses mémoires d'avoir flingué le programme algérien. D'une manière très simple, ils avaient attiré les ingénieurs métallurgistes. Donc, enfin, en visant expressément les meilleurs, ce qui mettait le programme à l'arrêt. Et ensuite, vous avez la guerre civile qui a éclaté, ça coûte trop cher, donc ils ont lâché. D'accord. Donc, il y a quand même beaucoup de programmes, finalement, qui ont été au moins initiés. Et heureusement, il y en a quand même peu qui ont été au bout. Bah, ça, c'est le programme pakistanais. Et pourtant, vous aviez des pressions sur le Pakistan, y compris financières, depuis des années. Je sais que les Britanniques travaillaient intensément dessus depuis la fin des années 70. Ça, j'en ai une confirmation aussi bien dans les archives britanniques que françaises, quand j'ai pris le dossier. L'Iran, ça pose problème, enfin, ça pose question depuis le début des années 90 à minima, même si vous aviez déjà un début de programme nucléaire sous le Shah. Ça, on n'en parle pas, mais je crois que le programme nucléaire a vraiment commencé sous le Shah d'Iran. Soutenu par les Américains, peut-être, à ce moment-là. Alors, il est soutenu pour le civil, pas pour le militaire. Pas pour le militaire. Et alors, justement, l'Iran, est-ce que, bon, le risque que l'Iran obtienne la bombe est pas nul, comme la Corée du Nord ou d'autres pays où finalement ils auraient essayé d'obtenir. Est-ce que l'Arabie Saoudite, qui est le grand pays symétrique juste en face, qu'est-ce que eux, ils essayent de suivre un petit peu derrière, en se disant, si les Iraniens l'ont, il faudra que je l'ai aussi? Alors, j'ai vu des discussions sur le sujet, mais l'Arabie Saoudite a les moyens financiers, c'est incontestable. Mais ensuite, il faut les technologies. Je suis désolé, mais vous ne fabriquez pas une bombe nucléaire comme vous faites un gâteau dans votre cuisine. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux. Il vous faut des spécialistes en physique nucléaire, théorique, des métallurgistes, des chimistes. Il faut un écosystème. Moi, je n'y crois pas. Enfin, je ne crois pas que les Saoudiens arriveront parce qu'ils auront des pressions beaucoup trop intenses. Et est-ce qu'ils pourraient le faire officiellement? Si un pays sort du traité de non-prolifération et dit « Moi, je veux ma bombe atomique », qu'est-ce qui lui arrive? Bah, vous pouvez pas faire grand-chose. Hein. Ouais. Vous pouvez lui faire des pressions politiques, diplomatiques, économiques. Mais ensuite, s'il vous dit « bye, je m'en fous ». Enfin, les Israéliens, ils ont réussi à avoir leur bombe. Les Américains, ils n'étaient pas forcément pour. Et pourquoi est-ce que Israël n'a jamais officialisé le fait qu'elle détienne la bombe atomique? C'est peut-être une manière de mettre la pression. Vous savez, vous jouez, vous dites, je ne dirai pas si je l'ai ou non. Je vous laisse imaginer la surprise si, c'est mettre le doute dans l'esprit de l'adversaire. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de questions, donc c'est peut-être aussi une question de prestige. Ils veulent pas le montrer pour éviter que l'Iran ou l'Arabie Saoudite le développent. Oui, mais je pense que tout le monde sait que les Israéliens l'ont. Là-dessus, je vous renvoie à l'étude qu'avait faite Jeffrey Richelson dans un ouvrage remarquable, Spying on the Bomb, où il a répertorié tout le travail du renseignement américain sur les pays qui cherchent à se doter de l'arme nucléaire, France, Chine, URSS, une Corée du Nord, etc., etc. Et là, l'AIEA n'avait rien vu en Israël, ils n'avaient absolument pas réussi à identifier. C'était années 60, donc l'AIEA n'en était qu'à ses débuts. L'AIEA, son problème, c'est qu'elle s'est un peu discréditée parce qu'elle examinait le programme irakien dans les années 80. Elle ne voyait rien. D'ailleurs, c'est ce que disaient déjà les Américains. En 1980, le programme irakien nucléaire, mais nucléaire ici pour la bombe, l'AIEA passe complètement à côté. Eh ben, j'espère qu'on sera meilleur dans les prochaines années et qu'on se trompera pas sur l'Iran. J'espère. Cyril, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir une fois de plus. Merci. On vous renverra également vers la vidéo précédente dans laquelle on avait analysé ensemble la Russie, l'analyse sur la Russie avec l'engagement en Ukraine, un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup. Dans le numéro Air et Cosmos de la semaine, on est sur l'Open Rotor avec beaucoup d'éléments sur le futur de l'aviation, également plein de sujets militaires. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Air et Cosmos.